Bonsoir ou bonjour, c'est Selon, bienvenue dans la 7e émission déjà des Visages de la Recherche, des hommes et des femmes créatifs, passionnés, qui ouvrent les portes du méconnu et qui donc multiplient notre savoir. Quentin Hiernaut, bonsoir. Bonjour, vous êtes chercheur qualifié FNRS en philosophie des sciences à l'ULB, philosophie des sciences du vivant et en particulier des sciences végétales. Or, il faut bien le dire, le végétal a été longtemps mis sur le côté, surtout par rapport à l'animal. C'est vrai, et depuis quelques années, il y a ce qu'on peut appeler un tournant végétal dans les études en sciences humaines, oui, qu'on appelle les Plant Cultural Studies aussi, donc quels sont nos rapports plus culturels et sociaux avec le monde végétal qui ont été un peu oubliés. Et puis au niveau scientifique aussi, pas mal de découvertes en physiologie autour de ce qu'on appelle les comportements végétaux et les controverses qui les entourent. Alors il y a un peu un grand écart, hein, les extrêmes, certains qui sont complètement insensibles au végétal et d'autres au contraire qui parlent aux plantes comme si c'était des humains. Vous vous situez où, vous? Alors bon, c'est un peu caricatural peut-être de fixer les choses de façon aussi radicale. Disons que du point de vue du grand public ou de la réception, il peut y avoir effectivement des gens qui sont à l'extrême dans le fait de parler aux plantes dans une perspective un peu New Age, etc. Et puis à l'autre extrême, des gens qui sont complètement sceptiques et qui n'y croient pas. Mais il y a aussi des clivages au sein même de la communauté scientifique et des controverses vraiment au niveau épistémologique, donc l'étude de la connaissance. Voilà, dont les connaissances sont produites. Et c'est ça que j'essaie d'étudier, moi, en me situant plutôt en, peut-être c'est pas le bon mot, mais plus en recul ou en surplomb par rapport à ces controverses et à la manière dont la société reçoit cela, sans nécessairement prendre parti activement dans des débats qu'on ne peut pas nécessairement trancher d'emblée. Alors, c'est quand même curieux qu'on a toujours considéré le végétal comme du passif, alors que le végétal, les algues marines, c'est les premières choses de notre existence, finalement. Alors oui, c'est vrai que les végétaux, en fait, ont des tas de rôles actifs à l'égard de l'environnement, et puis même à titre d'organisme aussi, ils font plein de choses, ils sont sensibles à énormément de choses. Donc, du point de vue de l'évolution, on sait que tant avec les animaux que même avec les végétaux, si on remonte très loin, on a des ancêtres communs. Et au niveau de la constitution de notre atmosphère, qui est riche en oxygène, qui est quelque chose de typique de la planète, on retrouve effectivement, si on remonte très loin, ces algues unicellulaires qui ont contribué à enrichir l'air qu'on respire jusqu'à aujourd'hui. Faisons un peu le point. Est-ce que les plantes sont intelligentes? Est-ce qu'elles communiquent? Est-ce qu'elles ont de la mémoire? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en 1 minute 45? Alors déjà, on peut séparer les trois questions. Parce que est-ce qu'elles communiquent? On peut dire oui, parce qu'en réalité, la définition de la communication qu'on peut avoir en général, c'est un échange d'informations entre un émetteur et un récepteur. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Par contre, si on veut avoir une définition de la communication beaucoup plus stricte, où on considère qu'il doit avoir une intentionnalité de l'émission du message, alors c'est beaucoup plus discutable. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Mais ça se discute. Cependant, cette définition-là de la communication, elle est extrêmement stricte. Et il y a des tas de circonstances dans lesquelles même des humains communiquent sans qu'il y ait nécessairement d'intention. Par exemple, si je vous bouscule, je ne l'ai pas fait exprès, mais ça vous envoie quand même un certain message. Pour le monde végétal, il y a évidemment des choses comme ça. Mais il y a des comportements de communication quand même beaucoup plus élaborés, qui ont vu le jour au cours de l'évolution, qui valent la peine d'être discutés un peu plus loin que le simple. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait, tout ça. Oui. Alors, au niveau des mécanismes et au niveau de l'interprétation en données. Au niveau des mécanismes, maintenant, on découvre qu'il y a... ça fait quand même des dizaines d'années qu'on sait, mais qu'il y a des composés organiques volatiles qui sont répandus dans l'air et qui permettent d'échanger des molécules qui donnent toutes sortes d'informations aux végétaux qui les captent, et dans le sol aussi. Et puis il y a des échanges aussi au niveau interspécifique de molécules qui permettent des symbioses ou de la défense contre des pathogènes, etc. Donc pour la communication, c'est de mieux en mieux connu, de mieux en mieux accepté. Par contre, pour des questions d'intelligence, par exemple, pour la mémoire, c'est encore différent. Mais là, clairement, il y a depuis quelques années de plus en plus d'études qui démontrent effectivement qu'il y a de la mémoire.
Mais ce n'est pas évidemment une forme de mémoire réflexive comme nous on peut avoir quand on se souvient de quelque chose de façon consciente. C'est plus de l'intégration d'informations sous forme de ce qui a pu arriver à la plante, qui va être remobilisé comme une expérience passée pour mieux réagir à une situation présente, ce qu'on appelle de l'habituation par exemple. Et maintenant, pour l'intelligence, là c'est un concept très philosophique qui est polysémique. Il y a plein de façons de le définir. Des biologistes essayent de défendre le fait qu'il y a de l'intelligence dans le monde végétal aussi, mais ça dépend évidemment de la façon de conceptualiser. Alors, on dit aussi que parfois les plantes sont irritées. Il y a des expériences qui ont montré qu'elles pouvaient être irritées. Ça, c'est quand même passionnant. Donc l'irritabilité, c'est un peu l'ancien terme qu'on utilisait pour ne pas parler de sensibilité, qui était trop connoté animal. Et donc au 19e siècle déjà, et même avant, au 18e déjà, des naturalistes, des botanistes parlaient de l'irritabilité des plantes dans le sens où quand on les stimule de certaines manières, elles peuvent réagir. Donc un exemple qui est très connu dans l'histoire, c'est les plantes carnivores ou la plante qu'on appelle la sensitive, qu'on peut voir bouger quand on la touche. Et donc pourquoi il disait que c'est de l'irritabilité et pas de la sensibilité? Comme je disais, parce que c'est trop connoté de parler de sensibilité, tandis qu'irritabilité, c'était un peu le terme consacré pour les réactions qu'on peut observer quand on stimule un organe ou un muscle, par exemple, avec de l'électricité ou un contact, qui ne supposerait pas qu'il y ait une intégration de l'organisme en tant qu'être sensible, mais simplement une espèce de action-réaction. Dites-moi, on a donné des personnalités juridiques à des forêts. Est-ce qu'il faudrait généraliser ça pour le végétal? Qu'en pense le philosophe, chercheur? Alors bon, ce qui est intéressant effectivement à travers cette question, c'est de mettre en rapport les découvertes scientifiques qu'on fait aujourd'hui notamment, cette redécouverte de l'importance des plantes pour les milieux, les environnements et les milieux humains, en fait le rapport qu'on a avec elles. Et donc se pose à nouveau frais, on va dire, la question de savoir quelle place on leur donne dans nos sociétés, peut-être de façon un peu plus institutionnalisée, à travers des questionnements éthiques, mais aussi à travers certains questionnements juridiques. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le mouvement qui existe autour des droits de la nature, qui consiste à accorder en fait, des droits à certaines entités naturelles comme des fleuves, ou des parcs nationaux, ou des forêts éventuellement anciennes, etc. Et donc se pose aussi la question pour les plantes. C'est déjà le cas, par exemple, pour ce qui est des arbres remarquables, où il y a certaines législations qui protègent efficacement. Il faut aller plus loin pour vous? On parle de végétronique, peut-être des plantes robots bientôt avec de l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est sûr qu'il y a de nouvelles applications, que ce soit en laboratoire, à travers les biotechnologies, ou sur le terrain, à travers l'agriculture, qui posent des questions éthiques dans les interactions que ça peut avoir avec d'autres espèces, avec l'environnement en général, ou même avec on va dire, le modèle de société qu'on veut défendre à travers la consommation, la production, etc., qui demande évidemment des réflexions éthiques aussi. Alors, on voit que vous êtes passionné par votre sujet, mais déjà enfant, avec vos grands-parents, j'ai lu ça, vous étiez déjà en train de jardiner. Oui, évidemment. Ça remonte loin. C'est sûr que quand on s'intéresse au vivant, c'est important d'avoir une relation sensible à son sujet. Je pense que c'est mon cas. Vous cultivez des légumes aujourd'hui? Alors, plus des légumes, mais quand même encore des plantes. Ouais. J'ai beaucoup de plantes d'appartement. Et puis, je m'occupe encore un peu du jardin. On dit que les plants d'appartement, parfois, dans les maisons de repos, ça apporte beaucoup de bien aux gens. Donc effectivement, il y a des études qui démontrent que le fait d'être en présence de plantes, ça permet d'améliorer la concentration dans les classes pour les enfants, ou que ça améliore la qualité de vie des pensionnaires des maisons de repos, ou même que ça a une efficacité démontrée quand on a une vue sur de la végétation. Lors d'une hospitalisation, ça améliore en fait la guérison par rapport à une vue sur du béton. Il y a un vrai rapport sensible qui est important avec le monde végétal, même s'il n'est pas forcément conscient. Que nous dit aujourd'hui pour vous l'histoire de l'homme et ses rapports avec le végétal? Quel serait le message que vous auriez envie de faire passer aujourd'hui en tant que chercheur? Alors je dirais qu'en tant que chercheur, notamment en histoire de la philosophie, en histoire des sciences, ce qu'on peut observer, c'est que notre rapport assez d'exclusion à l'égard du monde végétal, il est typiquement occidental. Quand on va voir dans d'autres cultures, les plantes sont beaucoup plus intégrées au même titre que les animaux et le reste de l'environnement naturel dans la société, l'éthique, la politique, les relations en fait. Ça ne veut pas dire qu'on va faire d'une plante une personne, mais ça veut dire qu'on peut avoir une forme de considération qui est beaucoup plus large. Et en réalité, le fait d'avoir exclu le monde
en partie animale, mais surtout végétale, de ces considérations, on va dire, de société, c'est quelque chose de typiquement occidental. Et donc c'est une forme de biais qu'on a dans nos sociétés, mais qui n'est pas une fatalité, et qu'on apprend en fait à redécouvrir autrement avec ces travaux récents et puis cette crise écologique qu'on traverse. Ouais. Vous venez de recevoir un prix à l'ULB, le prix de la diffusion scientifique. Pourquoi? Parce que, comme chercheur, vous êtes très intéressé à une sorte de pédagogie pour les jeunes étudiants. Alors, en fait, c'est un prix de la diffusion scientifique qui récompense un projet collectif qui s'appelle Dog My Sciences, qui est un projet de formation des jeunes à l'épistémologie. Oui. Donc, à la connaissance, à la manière d'apprendre la connaissance. De la connaissance par la formation à l'épistémologie. Et donc, on donne des ateliers dans les classes pour un peu apprendre à distinguer science et pseudosciences, ou bien d'autres ateliers pour apprendre à reconnaître un expert fiable. Et donc ça, c'est plus de la philosophie des sciences générales qui va au-delà de mon travail, on va dire, de niche de chercheur sur des sujets très particuliers, qui est plus tourné vers la société pour montrer que la philosophie des sciences, c'est aussi important pour tout un chacun dans la manière de se positionner par rapport à la réception qu'on peut avoir des contenus scientifiques, que ce soit par soi-même dans les études scientifiques ou pas forcément qu'on fait, ou d'un point de vue plus citoyen dans la manière dont on reçoit et qu'on peut évaluer la pertinence de l'expertise scientifique par rapport à d'autres domaines qui relèvent de la pseudo-expertise ou de régimes de savoir qui sont différents. Quentin Hiernaud, en un mot, quelle est votre utopie pour les années qui viennent? J'ai pas d'utopie. Dans votre recherche, hein. Je ne suis pas quelqu'un d'utopiste. Chercheur réaliste, pragmatique? Oui, plutôt pragmatique. Je dirais que je pense que, si je regarde un peu mon champ de recherche et l'évolution qu'il a eu ces dernières années, je vois qu'il y a vraiment une pente ascendante vers de plus en plus de préoccupations de ces sujets qui sont liés aux écosystèmes, aux végétaux qui ont été délaissés. Et donc, pour reprendre votre terme, si je devais parler vraiment d'utopie, je pense que ce qui est important, c'est de remettre sur le devant de la scène un peu à l'avenir, dès à présent et à l'avenir, ces enjeux qui sont liés au vivant, à la biodiversité, au monde végétal, peut-être à des questions aussi d'agriculture, dans une perspective qui n'est pas uniquement technicienne, qui n'est pas uniquement liée au rapport à du végétal comme une ressource, mais vraiment qui est un nouveau rapport qui remette du sens dans la façon dont on se rapporte. Merci Quentin Hiernaud d'avoir été mon invité. On se retrouve sur tous les sites Libre Belgique, l'Avenir et l'ADH.